Bonsoir à tous. Je suis très content de passer ce petit moment avec vous. Et je voudrais vous partager une réflexion qui m'est venue il y a quelques mois de cela. Enfin, on a tous vécu un truc un peu bizarre qui s'est appelé le confinement. Je ne sais pas si vous avez vécu ça comme moi. En tout cas, cette période assez étrange. Cette période assez étrange où on a tous vécu un peu des moments difficiles, particuliers, que ce soit les parents avec les enfants à la maison, à devoir leur donner des cours, que ce soit à s'improviser professeur tout d'un coup, que ce soit peut-être pour ceux qui sont étudiants, qui étaient seuls chez eux dans leur petit 9 mètres carrés, peut-être 10 mètres carrés pour les plus chanceux. Et puis, tout a changé en fait dans nos vies. La manière de faire du sport, la manière d'être en relation les uns avec les autres. Et puis, c'est curieux parce que dans cette période-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, les médias nous ont dit il faut que vous trouviez une routine. D'accord ? Parce que votre habitude, vous levez, aller au travail, passer au supermarché, rentrer chez vous, tout ça était complètement mis à mal en fait. Parce que tout simplement, on fait quoi de notre journée ? On se lève et on fait quoi ? Pour faire quoi finalement dans tout ça ? Et puis, voilà, il faut que vous construisiez une routine. Je me suis dit, tiens, la routine, c'est intéressant parce que d'habitude, je ne sais pas vous, mais moi, la routine, c'est... je ne sais pas si j'ose le dire, c'est pénible. Voilà, on va prendre un mot... Non ? Vous aimez les routines ? Des fois. Alors, il y a des bonnes routines, on va tout de suite se le dire. C'est important de se brosser les dents. Donc, c'est une bonne routine. OK ? Mais il y a des routines, vous savez, le train-train, voilà, métro, boulot, dodo. Ça, c'est des routines, des fois, on aimerait que ça change. Mais là, on nous a dit, il faut que vous gardiez une routine. Pourquoi ? Parce que, il faut que vous appreniez à vivre différemment. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais notre cerveau est un muscle. Ouais, alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont en médecine ici. Personne n'est en médecine, donc je peux le balancer. Donc, notre cerveau est un muscle. Alors, le médecin, je pense qu'à un moment, il me truciderait. Donc, notre cerveau est un muscle, en fait, qui, sur 21 jours, peut apprendre quelque chose. Et si, pendant 21 jours, vous répétez quelque chose, votre cerveau, après, le prend pour acquis, et c'est beaucoup plus facile de continuer à pratiquer cette routine-là. Est-ce qu'il y en a qui font du sport, ici ? Voilà. Ils n'osent pas, tu sais, en mode je fais du sport, j'aimerais en faire plus. Bon, je sais qu'il y en a qui font du paddle. Voilà. Si vous faites du paddle pendant 21 jours d'affilée et vous vous forcez à aller sur le lac, à gonfler votre paddle, à commencer à ramer, même en plein hiver, si vous le faites 21 jours d'affilée, le 22e jour, ça sera plus facile. Le 23e jour, ça sera encore plus facile et ainsi de suite. Par contre, si vous arrêtez votre routine, d'accord, dans ces 21 jours, alors là, ça devient plus difficile. Donc, notre cerveau, en fait, est un muscle qui apprend. Et plus on le fait travailler, plus il apprend. La galère, c'est comme les bonnes résolutions de début d'année. Cette année, je me mets au sport. Cette année, j'arrête de faire ceci ou je fais cela. Et en général, c'est de tenir jusqu'au 21 janvier. Donc, notez-le dans votre agenda. Petite récompense personnelle si vous arrivez à tenir jusqu'au 21 janvier. OK ? On a besoin d'apprendre, on a besoin de se répéter des routines. Le seul problème, c'est que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a les routines positives et il y a les routines négatives. Et là, on s'est pris en pleine face, pendant plusieurs mois d'affilée, des routines négatives. Je ne sais pas si vous regardez BFM, je ne sais pas, peut-être en Suisse, il y a d'autres chaînes d'infos continues. Je ne sais pas les chaînes d'infos continues en Suisse. Il n'y en a pas ? Donc, vous êtes tous branchés sur BFM, sur LCI ou des choses comme ça, qui toute la journée vous baratinent avec « c'est la catastrophe, il y a une guerre, il y a cette pandémie, voilà, il y a la faim dans le monde, il y a la guerre en Ukraine, etc., etc. » Et en fait, si vous vous posez, que vous réfléchissez, vous apprenez, vous êtes en train d'apprendre. Et on est en train de faire travailler votre cerveau d'une certaine manière qui est négative et qui est de dire, pendant plus de 21 jours, de vous apprendre que c'est la catastrophe autour de chez vous, que le monde va mal, que votre vie, elle est de pire en pire, et que ça ne va pas s'arranger. Et vous vous en rendez pas compte, en fait, les amis. Mais petit à petit, ce qui est en train de se passer dans votre cerveau, c'est la même gymnastique que celle des 21 jours pour apprendre à faire du sport et être en meilleure forme. Eh bien, vous êtes en train d'apprendre quelque chose de négatif, et ce truc négatif peut vous pourrir votre vie. Si on vous répète pendant 21 jours
tu ne vaux rien, tu es nul, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez le croire. Si votre patron, ou votre conjoint, ou quelqu'un en permanence vous envoie des paroles dévalorisantes pendant plus de 21 jours, alors ça peut dire encore plus, mais vous allez au bout d'un moment croire ce qu'il est en train de dire comme étant quelque chose de vrai. C'est intéressant parce que le texte que je voudrais partager avec vous nous parle de quelque chose de très différent. Jésus marchait le long du lac de Galilée lorsqu'il vit Simon, surnommé Pierre, et son frère André. Ils étaient en train de jeter leur filet dans le lac, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et ce sont des êtres humains que vous pêcherez. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Il alla plus loin et vit 2 autres frères, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Ils étaient dans leur barque avec Zébédée, leur père, et ils réparaient leur filet. Jésus les appela aussitôt. Ils laissèrent la barque et leur père, et ils le suivirent. C'est cette partie du texte qui va m'intéresser plus particulièrement. Jésus enseigne et guérit. Jésus allait dans toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume et il guérissait des gens de toutes leurs maladies et de toutes leurs infirmités. Alors j'ai calculé, le ministère de Jésus, c'est 3 ans et demi. Ça fait 1277 jours. OK? Donc si on le compare aux 21 jours, vous faites quoi comme conclusion? Qu'est-ce qu'ils ont appris, les disciples? Ils ont appris à guérir toutes les maladies. Ils ont appris à prêcher la bonne nouvelle. Vous êtes d'accord avec ça? Eh ben non. Raté. Rappelez-vous au moment où ils vont à la croix. Quand Jésus manque, c'est juste avant, au moment où il va être crucifié, ils sont où les disciples? Ils ne sont pas là en tout cas. Ils se sont cachés, ils se sont évaporés. Et là, on se dit, tiens, mais c'est bizarre, pourtant ils ont appris pendant 1277 jours. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? Pourquoi ça n'a pas marché? En tout cas, quand on regarde d'un point de vue humain, on se dit, il y a quelque chose qui a foiré. En tout cas, il y a une chose qu'ils ont retenue, c'est la peur. Ils avaient peur d'être crucifiés avec Jésus. Ils avaient peur de se faire arrêter. Ils avaient peur qu'on les juge incompétents. Ils avaient peur parce que Jésus n'était plus avec eux et que Jésus, quand il était là, c'était facile. Même si eux, ils étaient en galère, Jésus, il venait et hop, il faisait le miracle. Et là, Jésus n'est plus là. On veut les persécuter, on veut les arrêter, on veut les mettre au fond d'un cachot, voire pire. Je voudrais partager avec vous une phrase qui est celle-ci. Soit j'ai pas allumé. Hop là. C'est celle d'un anthropologue qui s'appelle Claude Lévi-Strauss et qui dit cette petite phrase: un aliment n'est pas seulement bon à manger, mais aussi bon à réfléchir. Est-ce que certains connaissent cette phrase? La première fois que vous l'entendez? Ok. Alors on va travailler là-dessus un peu. Un aliment n'est pas simplement bon à manger, mais si bon à réfléchir. Vous savez, on vit dans une société de consommation où c'est important d'acheter. Et si vous n'achetez pas, vous n'êtes personne. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de vous dire. C'est ce qu'on essaie de vous faire croire. Je prends un petit exemple. C'est celui d'une célèbre marque de restauration. Si tu peux m'appuyer. Peut-être qu'en sortant d'ici, vous irez vous restaurer un petit instant. Vous connaissez tous cette marque. Est-ce que quelqu'un d'entre vous n'est jamais allé manger dans ce restaurant? Non, c'est bon. Ok. Pourquoi est-ce que McDo marche si bien? Parce que c'est bon, parce que c'est gras, parce que c'est rapide, parce que c'est sucré, parce que c'est salé, parce que c'est américain, je ne sais pas ça. En tout cas, pour les 5 premières raisons évoquées, d'accord? Rapide, bon, gras, salé, sucré, ça marche. Et ça marche bien, ça se développe très très bien. Mais regardez, nous sommes ce que nous mangeons. Cette petite phrase-là. Quelle est la particularité quand vous allez chez McDo? Vous l'avez dit, on veut manger rapidement. D'accord? Quand tout d'un coup, à la caisse,
C'est un peu lent. Oh, je suis là pour manger, dépêche-toi. D'accord? Ensuite, quand vous êtes servi, vous allez vous asseoir, ou on vous amène à votre table. Alors, maintenant, c'est le nouveau truc, on se met à table et on attend. Et quand ça met un peu de temps à arriver, oh, j'ai payé pour que ça arrive vite. OK? Et puis, quand vous le recevez, vous avez votre menu, hein, boisson, sandwich, frites. On va rester sur le classique, le Big Mac. Qu'est-ce que vous faites? Alors, petit sondage sociologique. Qui commence par les frites? Ah. Qui commence par la boisson? Une personne, ok. Qui commence par le sandwich, du coup? Ok. Donc, majoritairement, vous commencez par les frites. Savez-vous pourquoi vous commencez par les frites? Parce que quand elles sont froides, elles sont dégueulasses. Elles sont pas bonnes, elles sont dégueulasses. D'accord? Et que les frites, c'est le seul produit qui n'est pas emballé. La glace, l'autre, il est dans la glace. La boisson, c'est dans la glace. Donc, avant que ça réchauffe, même en plein été, vous avez un peu de marge de manœuvre. Donc, c'est très stratégique, en fait, manger chez McDo. C'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Vous avez le hamburger qui est dans la boîte. Donc, ça reste un tout petit peu chaud pendant un peu plus longtemps. Mais les frites, les amis, il faut vite les manger. Sinon, elles sont vraiment pas bonnes. D'accord? Nous sommes ce que nous mangeons. On se jette sur les frites. Et on les enquille. Parce qu'elles refroidissent super vite, ces petites frites-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il vaut mieux aller à Burger King, ça refroidit moins vite. Mais bon, ça, je dis ça. Donc, on les avale vite fait, les frites. Et une fois qu'on a vite mangé les frites, de temps en temps, on met une petite bouchée sur le burger. Et surtout, le temps moyen de consommation d'un Big Mac, c'est de combien, quoi? En fait, on est obligé de manger très, très vite. Parce que sinon, l'ensemble, soit se réchauffe, soit se refroidit en fonction de la période de l'année. OK? Une demi-heure. Non, vous avez mangé, pardon. Vous avez bouffé parce qu'on ne mange pas à McDo, en fait. On bouffe en quelques dizaines de minutes, enfin, même pas une dizaine de minutes. Il faut vite l'avaler. Et sans vous en rendre compte, vous apprenez notre manière de manger. Il faut manger vite. Alors que quand vous êtes chez vous, je suis sûr que vous prenez le temps de manger. Même si vous êtes en famille avec les enfants, vous mangez vite à McDo. En général, quand vous y êtes avec les enfants, vous êtes obligé de manger vite pour la raison que juste à côté de McDo, il y a le Ronald Land. Enfin, d'accord, il y a les jeux. Alors, vite fait, regardez comme on est stressé de manger. Vite, il faut manger parce que c'est froid. Vite, il faut être servi parce qu'on attend ça. Et vite, il faut que vous dégagiez parce qu'il faut laisser la place aux suivants qui vont prendre votre place. Nous sommes ce que nous mangeons. Vous avez envie de prendre le temps, mais on ne vous laissera pas prendre le temps de manger. Vous devez aller plus vite, de plus en plus vite. Et finalement, est-ce qu'on a pris ce temps de vivre ce temps-là, de convivialité ou quoi? Maintenant, vous n'avez pas le temps et tout est fait pour vous obliger à aller de plus en plus vite. Vous imposez quelque chose. Alors, je dois vous avouer, dans cette période de confinement, j'ai craqué. Je me suis abonné à Netflix. Oh! Qui parmi vous peut me jeter la première pierre et ne s'est pas abonné à Netflix? Ah, il y en a 2, 3, 4. Bon, félicitations. Hein? Mais moi, je dois avouer que dans cette période-là, à un moment donné, avec les enfants, ça devenait compliqué à la maison, les jeux de société, tout ça, au bout d'un moment, on avait tout fait 3 fois par jour. Allez, on prend Netflix, mais juste pendant le confinement. Hein. Bon, je ne l'ai toujours pas rendu, mais ça, j'ai un problème. OK. Mais je ne sais pas si vous avez déjà posé la question de Netflix. Regardez comment c'est conçu. Vous trouvez quoi sur Netflix? Vous trouvez des films? Mais surtout, on va sur Netflix, pourquoi? Les séries. Est-ce que vous êtes juste déjà posé la question de comment on consomme les séries? Vous savez, avant, dans une autre époque, le samedi soir, on allait au cinéma. Alors, c'est une grande pièce, d'accord? À un moment donné, on éteint la lumière, on projette un film, et à la fin du film, allez, entre 1h30, 2h maxi, d'accord, on applaudit, on se lève et on rentre chez soi. Ça, c'était un autre temps. C'était une autre époque. C'était une époque où on allait au cinéma, on prenait rendez-vous avec des gens, on venait à l'avance, on prenait des pop-corn, on prenait une boisson, on allait dans le cinéma, on s'installait. Et là, en général, on avait 20 minutes de publicité. D'accord? C'est à peu près ça. Et on commençait à consommer le film après, j'ai envie de dire, tous ces préliminaires. OK? Netflix a complètement changé la donne. Tu restes chez toi, seul dans ton coin.
tu regardes plutôt des séries, mais les séries, ça se regarde pas. Ça se bouffe. On est ce que l'on mange, mais on est aussi ce que l'on regarde. Parce que les séries ne sont pas faites pour que vous preniez le temps de regarder une série. Vous avez vu à la fin de la série, quand vous avez fini un épisode, en bas, il y a un petit carré qui s'affiche. Épisode suivant. Parce que le but du jeu, c'est que vous continuez de regarder. Et en général, quand vous avez fini une saison, il est 4 heures du matin, vous avez des poches sous les yeux déjà. Le matin, il faut se lever pour aller au travail. Et on est complètement devenu accro de la série. Nous sommes ce que nous mangeons, du McDo. Nous sommes ce que nous regardons, du Netflix. Et nous bouffons du Netflix comme nous bouffons du McDo. Sans trop se poser de questions sur d'où vient la viande, comment elle a été cuisinée, est-ce que c'est propre, est-ce que... Toutes ces questions-là, on les met complètement de côté, en fait. On est juste complètement bloqué sur le vite, ce que je prends. C'est marrant parce que on m'avait dit Netflix, il faut absolument. Bon, voilà, j'étais vraiment déconnecté, je suis désolé. C'était une vieille série qui s'appelle Game of Thrones. On m'a dit il faut absolument que tu regardes Game of Thrones. Donc quand j'ai pris mon abonnement, j'ai regardé le premier épisode. Franchement, j'ai duré, je pense les 10 premières minutes. J'ai trouvé ça juste tellement violent, tellement il y avait de sexe, tellement il y avait une ambiance glauque, un truc vraiment sombre, stressant. En fait, j'ai déconnecté, je pouvais pas. Je pouvais pas me nourrir de ça. Et du coup, j'étais surpris de ceux qui me l'avaient recommandé en me disant « Ah ouais, il faut que tu regardes ça ». Je me dis « Mais ça me va pas, ça me correspond pas ». Et je suis pas rentré dans le truc de cette série-là, en tout cas. Ce que je veux vous faire réfléchir, c'est que... Alors peut-être mon discours va paraître un peu vieux jeu pour certains, mais je suis convaincu d'une chose. C'est tout comme notre cerveau apprend en 21 jours des belles choses, notre cerveau est capable d'apprendre en 21 jours plein de bêtises, plein de choses, et qu'on ne se rend même plus compte en fait que ça nous pourrit notre vie. Que ça soit ce que nous mangions. Alors, j'irai peut-être manger à McDo ce soir. Hein, voilà. Donc ça, c'est nos incohérences humaines, on fait avec. OK ? Mais est-ce que je réfléchis à si je me nourris que de McDo ? Si je me bouffe que des séries tout seul dans ma piole ? Et que je ne suis plus en relation avec les autres, que je ne prends plus le temps de vivre les choses. Et puis, il y a quelque chose d'autre qui s'est rajouté à cela, c'est de se nourrir physiquement, se nourrir avec nos yeux, avec nos oreilles, et surtout ce que j'ai entendu pendant cette période de Covid et qui dure aujourd'hui. Et des fois, je me dis, mais on n'est pas sorti du Covid, en fait. En fait, on est toujours dedans. C'est la peur, la même peur que les disciples vont peut-être ressentir. En fait, on baigne dedans juste en permanence. Vous savez, ce climat anxiogène, ce climat-là pesant, où on nous dit, mais voilà, consommez moins d'électricité, parce que de toute façon, on va vous la couper, l'électricité. En permanence, on nous fait monter cette pression. Et je me pose juste la question des fois de pourquoi est-ce que nous avons peur ? Peut-être parce qu'on a été bombardé de BFM, mais il n'y a pas que BFM, hein. Il y a aussi plein de gens autour de vous, autour de nous, qui vous racontent toute la journée des trucs que vous n'avez pas envie d'entendre. Mais à force de les entendre, petit à petit, ça vous imprègne. Ça vous fait peur. Parce qu'il y a des gens autour de vous qui sont peut-être anxiogènes, parce qu'il y a des gens qui sont à crier à des catastrophes qui vont arriver. Alors oui, il y a peut-être des catastrophes qui vont arriver, on va y revenir dans un instant. Mais je cite un auteur que j'aime énormément, qui s'appelle George Knight, et il a écrit ce livre « La vision apocalyptique et la castration de l'adventisme ». Dans l'adventisme, il y a des gens, d'accord ? C'est des fadas. Alors fadas, c'est un terme du Sud, pardon, je viens du Sud, donc les fadas, c'est les gens fous, d'accord ? Il y a des gens, ils sont complètement omnibulés par les prophéties bibliques et les catastrophes, les persécutions à la fin des temps. Ils passent leur temps à parler de ça. Et puis, à l'opposé de ces gens-là, vous avez des gens qui n'en ont rien à faire de toutes ces prophéties qui sont dans la Bible. Et ils n'en parlent jamais. Et George Knight dit dans ce livre, en fait, il y a deux manières de castrer l'adventisme. Le mot castrer, vous imaginez un peu ce que ça signifie. Concrètement, de stériliser en fait le message adventiste, c'est soit pas parler du tout des prophéties, d'accord, soit de parler en permanence des prophéties.
Et ce qui est dur, c'est de trouver cet équilibre-là. En disant, tiens, qu'est-ce qui est intéressant, mais comment c'est instrumentalisé aussi? Comment c'est utilisé ces questions de prophétie? Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des prophéties dans la Bible, je ne dis pas qu'il n'y a pas des catastrophes annoncées. Mais ce qui m'importe, c'est aussi quel impact ce qui est annoncé va avoir dans ma vie, en fin de compte. Vous savez, quand on parle des difficultés qui va y arriver, etc., on a aussi beaucoup parlé dans cette période de Covid des fake news, des théories du complot en tout genre. Et c'est intéressant parce qu'avec la JA, on a posté, avec la JA du Sud, je ne me suis pas présenté, je suis responsable jeunesse du Sud, enchanté Philippe. On a fait une petite vidéo sur les fake news, justement. On a posté la vidéo sur YouTube. Je pense que dans les 10 minutes qu'on suivit, alors c'est à l'époque où on pouvait encore mettre des pouces négatifs sur YouTube, j'ai reçu un pouce négatif et un gars, un responsable jeunesse d'une église, m'appelle, il me dit je suis pas du tout, mais il était vraiment furieux, hein, mais je suis pas du tout d'accord avec ta vidéo. Parce que ça existe. Alors, j'ai pas vraiment débattu avec lui sur ce qui était bien, pas bien, si j'étais d'accord ou pas, parce que ça servait à rien. Parce que tout simplement, à un moment donné, je dénonçais un peu les fake news. Alors, je vous en lis quelques-unes. C'est une étude qui a été faite en France en 2018. Donc, je la prends volontairement en 2018. Ça peut paraître un peu vieux, mais c'était avant le Covid. D'accord ? Je donne quelques chiffres. 54% des gens pensent que la CIA est impliquée dans l'assassinat de Kennedy. 35% des Français pensent que le réchauffement climatique n'est pas dû à l'homme. 32% pensent que le sida a été inventé dans un laboratoire et testé sur la population africaine. 16% pensent que l'homme n'a jamais marché sur la Lune. Et 9% pensent que la Terre est plate. 9% pensent que la Terre est plate. Alors, vous savez, ce qui m'intéresse, c'est pas juste les fake news ou ce genre de choses, d'accord ? Chacun prend ce qu'il veut, quelque part. Non, moi, ce qui m'interpelle, c'est ce que ça va générer en moi. On peut ne pas être d'accord avec une information, quelle qu'elle soit. Mais comment cette info, je la prends, et surtout, comment elle impacte ma vie, finalement. Et quand je repense à ce jeune qui m'a appelé, furieux, mais vraiment furieux, parce que je n'avais pas annoncé ce que lui voulait que j'annonce, parce que je dénonçais peut-être certains comportements anxiogènes, ça le rendait dingue. Et je me dis, mais ça ne devrait pas te rendre dingue, justement, ça. Ce n'est pas qu'une question d'être d'accord ou pas d'accord. Du coup, nous sommes ce que nous mangeons, nous sommes ce que nous voyons, nous sommes ce que nous entendons. Et ma question, c'était comment bien se nourrir et se protéger parfois des mauvaises informations. Vous savez, c'est très compliqué. On passe notre temps, certaines personnes, à étudier YouTube et savoir comment ça fonctionne. Mais vous l'avez tous expérimenté, peut-être sans même vous en rendre compte. Vous regardez une vidéo sur YouTube, et quand vous prenez un peu plus de temps sur cette vidéo, l'algorithme de YouTube, donc l'intelligence artificielle, calcule, et après, c'est en gros, l'affirmation, c'est « vous avez aimé ceci, est-ce que vous n'aimeriez pas cela ?» Et il vous suggère des vidéos. Mais les vidéos qui sont suggérées à un tel ou à un tel sont différentes parce que ça dépend sur quoi vous êtes arrêté. Et l'intelligence artificielle est très, très, très forte. Si vous regardez un peu trop le foot, il va vous proposer que du foot. Et vous avez l'impression que sur YouTube, il n'y a que du foot. Si vous regardez des sports de montagne extrêmes, tout d'un coup, vous aurez que des gens qui sautent en parachute des montagnes. Enfin, ce n'est pas des parachutes, mais vous avez compris l'idée. Et en fait, nous sommes bombardés de choses. On nous fait apprendre des choses sans notre consentement. En permanence, nous sommes bombardés d'informations et d'informations qui partent dans tous les sens. Et au bout d'un moment, on vous fait croire que ça, vous l'aimez. Vous ne l'aimez pas, mais on vous fait croire que vous l'aimez. La première fois que je suis allé sur TikTok, j'étais hyper angoissé. Ça sera coupé au montage. Je vais sur TikTok, je me connecte, je n'ai pas le choix, je crée un compte. Et tout d'un coup, les vidéos qu'ils me proposaient, c'était que des vidéos où... non, je ne veux pas voir ça. C'était que des vidéos de femmes dénudées, ou en tout cas assez subjectives, parce qu'il n'y a pas beaucoup de nudes sur TikTok. Et je me dis, mais... non, je ne veux pas voir ça, quoi. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle avait calculé que j'étais un homme,
que j'avais entre 30 et 40 ans, et que donc forcément, ce sujet-là m'intéresserait. Donc il m'a dit, je vais t'en proposer, puisque ça va t'intéresser, puisque tu es dans la tranche d'âge de population qui est intéressée par ça. Et j'ai appris qu'il fallait désapprendre. Je vous le refais, j'ai appris qu'il fallait désapprendre. On m'a expliqué qu'en fait, il y avait 3 petits boutons. On appuie dessus. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, moi, je ne le savais pas, donc je confesse que je ne le savais pas. Il faut appuyer sur les 3 petits boutons et mettre « pas intéressé ». Je ne veux pas voir ça. Puis, il m'en a proposé d'autres. Je ne veux pas voir ça. Et puis, au bout d'un moment, ça a disparu. Je ne veux pas apprendre de cela. Je ne veux pas être nourri par ça. Je ne veux pas être bombardé de ces informations-là. Je veux me préserver des mauvaises choses. Je veux me préserver des choses qui sont toxiques pour moi. En fait, de se poser la question de qu'est-ce qui est toxique pour moi. Alors, on se croit super intelligent. On pense qu'on est au-dessus de la moyenne. On pense qu'on est meilleur que les autres et que nous, on n'a pas de problème. Dans Matthieu 4, verset 23, on nous parle d'un Jésus et sa vie, elle est tournée vers les autres, à guérir, à faire du bien, à parler des belles choses. Alors vous me direz, oui, il est super ton monde de bisounours, mais remarquez comment dans le texte biblique, je n'ai pas le temps de le faire avec vous, mais remarquez dans le texte biblique comment on ne parle jamais des choses négatives concernant Jésus. À quel moment Jésus commence à critiquer telle ou telle personne? À quel moment Jésus fait quelque chose de mal? Jésus passe son temps pendant 3 ans et demi à nourrir ses disciples de belles choses, de bonnes choses. Imaginez-vous, juste dans le monde idéal, pendant 3 ans et demi, vous ne regardez que des belles choses sur Netflix. Vous n'allez que dans des bons restaurants où on mange des bonnes choses préparées maison, locales. Imaginez-vous qu'est-ce que votre vie pourrait être à ce moment-là. Se nourrir pendant 3 ans et demi de belles choses. Là, c'est exactement ce que vont vivre les disciples. Et parfois, je disais, on se croit super intelligent, on se croit au-dessus du lot. Oui, non, mais moi, je mange du McDo, mais je peux m'en séparer, je sais faire la différence des choses. Alors, je voudrais vous partager un petit témoignage. Il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert ce que c'était que le biais cognitif. Notamment, le biais cognitif de l'autorité. Vous savez, alors, définition du biais cognitif. Ça vient pas du petit Robert, hein, ça vient d'Internet. C'est quand votre pensée rationnelle se fait la malle, que votre jugement n'est plus fiable parce que votre cerveau, donc vous vous rappelez le muscle, hein, se base sur tout ce qu'il sait déjà ou croit savoir pour interpréter la nouveauté et qu'il priorise à sa sauce sans forcément vous solliciter de manière directe. Je leur fais autrement la définition. En gros, tu es convaincu d'avoir raison parce que tu as raison et que toi, tu es bon. Et les autres, c'est tous des blaireaux. C'est ça. D'accord? Et je me suis fait biaiser par le biais cognitif d'autorité. J'ai commandé sur Internet un produit magnifique. C'est celui-ci. Voilà. On cachera, d'accord, la publicité. Vous voyez cette boîte? C'est un produit révolutionnaire. Vous connaissez? Quelqu'un connaît? Vous avez remarqué, il y a une petite croix là. Ça vous suggère quoi? La Suisse. Donc, qu'est-ce qui est synonyme de la Suisse? C'est bon, c'est efficace, c'est de qualité. D'accord? En plus, regardez, c'est une boîte blanche qui est nickel. Ça vous rappelle quoi, le blanc comme ça? La pureté, le médical. Ça tombe bien parce que c'est un produit vendu comme étant médical. Quand vous regardez la publicité sur le site Internet, vous avez des gens en blouse blanche qui disent « Nous avons testé, c'est le produit extraordinaire, il vous le faut ». En plus, derrière, regardez, ça, il y a une espèce de truc là brillant qui fait un peu, voilà, le produit, un peu comme l'iPad, vous savez. Vous allez chez Mac, quand vous achetez un iPad ou un iPhone, vous voyez la boîte tellement elle est belle, vous n'osez même pas la jeter. Hein, vous gardez la boîte en souvenir, vous l'accrochez à votre mur. Non, mais elle est tellement belle, la boîte, je ne peux pas la jeter, quoi. En gros, c'est pareil avec ce produit-là. Je me suis dit, waouh, le produit qui qualité suisse, des experts, etc. Bon, il ne faut pas regarder que derrière, c'est Made in PRC. PRC, hein, République populaire de Chine. Mais bon, voilà. Je vois ce produit, je me dis, il me faut ce produit absolument. Ce produit, c'est pour se déboucher les oreilles.
J'ouvre ma boîte en me disant, convaincu d'avoir fait le meilleur achat de l'année. D'accord? Regardez, tout est classe. Limite, il y a une boîte blanche, on a l'impression qu'elle est stérilisée, exactement. J'ouvre ma boîte et là, je vois une ribambelle d'adaptateurs. Et quand je regarde les adaptateurs, je me dis, les différentes tailles, en fait, ils ont tous la même taille. Super. Bon, passons. Regardez le produit miraculeux. Vous mettez ça dans votre oreille, vous tournez, la vis sans fin, là, et ça vous fait sortir tout ce qu'il faut faire sortir. Excusez-moi, c'est un peu... voilà. N'achetez pas ça, les amis. C'est une grosse daube, ça ne sert à rien. D'accord? C'est inutile. Inutile. D'accord? Le truc, là, en plastique, ça ne sort rien du tout. Et j'étais furieux. Je me suis dit, bon, je vais quand même pouvoir l'utiliser dans une prédication. J'étais furieux parce que je me dis, mais ce truc-là ne sert à rien, ça ne sort rien. Et j'ai essayé sur les oreilles de mes enfants. Hein. Tous les enfants, ils sont passés. Ma chérie, est-ce que tu pourrais me donner ton oreille quelques instants? Ça n'a pas marché non plus. Aucune oreille, ça ne... Alors, à moins qu'on soit tous faits bizarrement dans ma famille, mais si vous voulez, je peux vous le prêter. Hein. Non, je vous le loue, tant qu'à faire, c'est pas me payer ma part. Je me suis fait juste complètement avoir et rouler par le biais d'autorité. Parce que quelqu'un en blouse blanche me le vendait comme étant un produit révolutionnaire. Parce que la boîte était stérilisée, ou en tout cas semblait stérile. Parce que voilà, c'était le produit avec en plus une petite croix qui ressemble à la Suisse. C'est pas la Suisse, hein, c'est du toc. Mais vous dites, ah ben voilà, combien de fois on se fait biaiser par des gens autour de nous où on a l'impression qu'ils parlent avec autorité. Ah ben si lui il le dit, alors c'est qu'il a raison. Hein. Si en plus c'est un pasteur, alors c'est sûr il a raison. Faites gaffe sur Internet, il y a beaucoup de blaireaux qui se disent pasteurs mais qui n'ont jamais fait même ne serait-ce que 3 semaines de théologie. Il y a beaucoup de gens sur Internet qui ont été autoproclamés, qui ont fait le buzz parce qu'ils ont fait une vidéo où ils dénoncent je ne sais quelle bêtise, et tout d'un coup ils sont devenus ah non mais lui il est extraordinaire, il faut absolument que tu ailles regarder sa vidéo. Tiens d'ailleurs je te la partage tout de suite. Et plus vous la partagez, plus d'autres vont regarder. Et plus on a l'impression que ce gars-là, il a une vraie autorité. Ce gars-là, il dit des choses que personne ne dit. Oui, je suis sûr qu'avant, il a travaillé dans une petite société et qu'il a juste compris la combine, en fait. Alors, moi, j'aimerais juste que vous reteniez une chose. C'est que face à des gens qui sont comme ça, c'est juste de vous poser, de réfléchir. Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre? Qu'est-ce que cette personne est en train de vous balancer et de vous bombarder comme information? Est-ce que ce sont des informations qui vous encouragent ou des informations qui vous font peur? Il y a quelques jours, j'étais dans une église et puis je partage un peu des fois des questions justement avec les jeunes sur la question de la peur et parce que je sais que c'est très très présent en ce moment. Et lui, il était furieux que je ne dise pas le discours qu'il aimerait entendre en fait. Il aimerait entendre des mots-clés, fin des temps, persécution. Et parce que je ne voulais pas les dire, parce que pour moi, ça ne correspondait pas à quelque chose qui était pertinent à ce moment-là, il était furieux contre moi. En colère, parce que je ne disais pas que justement, il allait avoir un temps terrible. Vous savez, il y a un commandement qu'on zappe très très souvent dans la Bible. Il se trouve dans Exode. Alors, Exode, ça parle, c'est les 10 commandements, Exode 20. Mais quelques versets plus loin, vous avez Exode 23, et vous avez le verset 1. « Tu ne colporteras pas de fausses rumeurs. Tu n'agiras pas en témoignant, en témoin malveillant pour prêter main forte aux méchants. » Ce verset, je l'aime bien. Parce que dans ce verset, il y a l'idée de « vous pouvez aller vous nourrir à plein d'endroits ». Mais il y a l'idée de « attention de toi, cette information, qu'est-ce que tu vas en faire maintenant à ton tour ?» De cette vidéo, de cette polémique, de telle ou telle chose. Qu'est-ce que toi, tu vas en faire? Est-ce que tu vas la propager? Est-ce que tu vas la liker? Est-ce que tu vas la partager à tes amis aussi sur les réseaux? Ou est-ce que tu te poses la question en disant « mais ça génère quoi? Est-ce que ça m'épanouit ou au contraire, est-ce que ça continue de m'enfoncer? Tu n'agiras pas comme un témoin malveillant. » Je pense qu'on pourrait le rajouter en 11e commandement. Tu n'agiras pas en propagateur de fausses rumeurs. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que Jésus, dans son ministère, il va passer 3 ans et demi avec ses disciples. 3 ans et demi, elle est bombardée de belles choses. Qu'est-ce qu'ils vont tenir? À un moment donné, la peur. Et ils vont fuir.
jusqu'à un moment donné où ils se posent. Ils se mettent à genoux dans la chambre haute. Ils réfléchissent. Et là, ils réalisent petit à petit qu'en fin de compte, ce que Jésus leur a donné à manger, ce que Jésus leur a donné à voir, ce que Jésus leur a donné à entendre pendant 3 ans et demi, ce ne sont que des belles choses. Ce n'est pas le monde des bisounours, mais c'est de ça dont Jésus les a nourris. Et c'est ça que tout d'un coup, dans la chambre haute, ils ont envie de se rappeler. C'est de ça dont ils ont envie de se nourrir. Des paroles de paix, des paroles d'apaisement du Christ. Et c'est intéressant parce que dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, la suite de ce texte, on nous parle d'un Jésus qui parle des heureux. Heureux soyez-vous ceci, heureux soyez-vous cela. Un message juste positif. Le cœur du message adventiste, je parlais tout à l'heure de George Knight, le cœur du message adventiste est un message positif. Le cœur du message adventiste, ce ne sont pas les taris qui parlent en permanence des prophéties. Les prophéties sont de très belles choses. Mais vous savez, c'est un peu comme si on fait peur, mais qu'on ne raconte pas la fin. Une des prophéties les plus fameuses dans l'Église adventiste, c'est la prophétie de... Elle n'appartient pas aux adventistes, mais c'est la prophétie qui se situe dans le livre de Daniel, au chapitre 2. On parle d'une tour et on nous parle de différents empires qui vont se succéder les uns après les autres. Les Romains, les Grecs, les Babyloniens, et voilà, les empires se succèdent, mais en fin de compte, tous ces empires, un jour, seront mis à néant. Vous savez, ce qui est le plus important dans cette prophétie biblique, c'est la pierre. C'est le retour de Jésus. Et combien de fois on fait peur aux gens avec, regardez, les empires, et puis, alors là, c'est l'Union européenne, non, finalement, c'est les Russes, non, finalement, c'était les communistes, non, finalement... Et on part dans des délires qui ne sont pas écrits dans la Bible, mais on part dans des délires d'interprétation de ce qu'il y a dans la Bible, soi-disant, alors que la prophétie, par exemple, de Daniel 2, elle est simplement à annoncer que Jésus va revenir et que tout ça va s'arrêter. Et c'est pas tout ça va s'arrêter dans le sang, les larmes et la crainte et tout ça, les amis. Ça en fera partie, mais ça, c'est juste une étape, c'est presque une virgule, en fait, dans l'histoire. Le cœur de cette histoire, c'est Jésus revient nous chercher. Jésus revient pour mettre de la paix dans nos vies. Jésus revient pour nous sauver. Et c'est ça qu'en fait, il y a dans le message biblique, c'est ça qu'il y a dans le message adventiste. Et pas tout le reste. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les étudier. Ça ne veut pas dire qu'il faut les ignorer totalement. Mais il faut trouver cet équilibre qui amène de la paix. Si en tant que chrétien, vous n'amenez pas de la paix autour de vous, alors arrêtez d'être chrétien. Si votre message n'est pas libérateur, alors arrêtez de venir à l'église. Si votre message n'est pas encourageant, alors arrêtez de parler. On est là pour se faire du bien, pour s'encourager, pour s'épauler, pour prier les uns pour les autres. On n'est pas là pour faire peur. Tu sais, si tu... Bon, je prends un exemple. Tu sais, si tu ne changes pas ça dans ta vie, voilà ce qui va t'arriver. Combien de fois j'ai croisé des gens comme ça? Tu dis, mais tu parles de qui? Tu parles au nom de qui, toi? Parce que moi, le Jésus que je connais, il a pointé personne du doigt. Moi, le Jésus que je connais, il a arrêté les gens qui voulaient tuer d'autres gens. Même des gens qui peut-être le méritaient pour certains. Je suis toujours bluffé quand je repense à Jésus et qu'il est allé manger chez les prostituées, qu'il est manger chez les voleurs. Je me dis 2 secondes, en tant que pasteur, si j'allais manger chez une prostituée, etc., j'imagine le buzz que ça ferait. Ne vous laissez pas avoir par le biais cognitif de l'autorité de certains. Revenez au message essentiel de la Bible, le message évangélique, le message de paix, de joie, de libération qui est au cœur de la Bible. Ne vous laissez pas avoir par tout un tas de vidéos, tout un tas de prédicateurs, de gens qui ont des belles paroles. Oui, l'évangile est simple. Et ça frustre les gens parce que l'évangile est simple. Ils aimeraient du sensationnel, du croustillant, du truc, vous savez, qui fait vendre, qui fait le buzz. Mais vous ne laissez pas avoir par ces gens-là. Parce que le message de l'évangile, il est super simple. C'est de s'aimer les uns les autres. Mais en même temps, si vous l'avez déjà vécu, vous savez que s'aimer les uns les autres, ce n'est pas toujours facile. Et pourtant, c'est là le cœur de l'évangile. C'est ce que Jésus nous invite à être. C'est ce dont il nous invite à nous nourrir,
à entendre, à communiquer aux autres. Alors ma prière pour nous tous, c'est que nous puissions être de belles personnes en lien avec Jésus et que nous puissions être ces propagateurs de paix, d'amour et de joie autour de nous, et particulièrement dans ces temps difficiles. Amen.